Bien. Bon, aujourd'hui, on va voir la production artistique et cinématographique des années 40, bah, de cette période des années, de la fin de la guerre civile au, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si des fois on va aussi à rallonger un peu plus la période quand on parle des auteurs en exil, d'accord? Parce on va diviser la présentation entre ces deux types d'art et de production culturelle des années 40, d'accord, entre la production à l'intérieur du pays, donc l'art et le cinéma du premier franquisme, avec l'art et pas autant le cinéma, même s'il y avait des réalisateurs illustres comme Buñuel en exil, mais surtout, comme je dis, de l'art et en particulier de la peinture, d'accord, en exil. Donc, et il faut savoir que déjà au début du XXe siècle, on l'a vu pendant les autres cours, il y avait des artistes, pas en exil, mais à l'étranger, en particulier à Paris, qui était le centre culturel de l'époque. Et on l'a vu, comme tu déjà, avec des artistes espagnols tels que Miro, Picasso, depuis le début du XXe siècle. Quand on rentre dans cette période de l'après-guerre civile, on peut voir que à cet groupe d'artistes espagnols à l'étranger s'ajoutent les artistes en exil, okay, les artistes qui ont été forcés à quitter le pays ou qui ont quitté le pays pas, pour pas subir les conséquences de son compromis politique pendant les années de la République, et aussi les autres artistes qui continuent à travailler à l'intérieur du pays de l'Espagne franquiste. Et il faut savoir que ça ne veut pas forcément dire que c'était des artistes franquistes. Il y a ce qu'on appelle l'exil intérieur de la part de gens qui sont restés en Espagne, qui sont continués à travailler ou pas, des fois, parce que des fois, il y a pas mal de peintres ou même des poètes et des écrivains oui, ils ont travaillé, mais ils ne sont pas publiés, ces œuvres, par peur de la censure, par peur de les réactions du régime. D'accord? Ce que aussi il faut mettre en contexte, c'est le fait que la République avait, on l'avait vu la semaine dernière, avait mis en place un programme culturel très ambitieux, d'accord, très varié et, et qui avait comme objectif rapprocher la culture du peuple espagnol de l'époque. D'accord? Et dans ce sens, il est intéressant de voir et de revoir, de rappeler des initiatives telles que la barraca, comme on avait vu, ou les missions pédagogiques, comme on a vu avec Federico García Lorca et Valdeomar, par exemple, ces films ethnographiques. Il y a aussi une action autour des bibliothèques, mais aussi autour des musées, d'accord, qui sont faits et qui sont rapprochés l'art du peuple de villes comme Madrid, comme Alicante, comme Valence, d'accord.
Et il y a aussi pardon, il y a aussi un héritage important de ces mouvements surréalistes espagnols que pendant les années 20 avaient pris une force énorme, qui avait commencé à se développer autour d'artistes tels que Salvador Dalí, que Luis Buñuel, mais aussi García Lorca. Donc, tous ces groupes de jeunes qui ont partagé ces mois, ces années dans la Residencia Estudiantes, comme on a vu la semaine dernière, qui est un des noyaux, un des endroits de la culture de ces années 20, en Espagne, et qui donne pour la première fois un mouvement artistique qui se développe au même rythme que les mouvements artistiques de l'avant-garde européenne. Pour la première fois dans l'histoire récente de l'Espagne, les artistes sont pas en décalage par rapport au mouvement culturel, au mouvement artistique, au mouvement de production de ce type d'œuvre qui est évidemment coupé, qui est tranché, qui est arrêté de manière violente avec la rupture de la légalité républicaine à cause du coup d'État de Francisco Franco et d'autres militaires avec l'appui de Hitler et de Mussolini, donc l'appui de puissances fascistes. Donc, il y a aussi, et on ne l'avait pas vu la semaine dernière, et souvent elle est assez méconnue, il y a aussi un mouvement pendant ces années 30 de la République des compromis politiques plus à gauche que celle du régime et celle des artistes connus, comme on vient de voir, c'est Lorca, c'est Dali, etc. Il y a un engagement social qui est présent, qui est très critique aussi par la gauche avec la politique culturelle et la politique tout court de la République, qui est présente, on va le voir dans des travaux d'artistes comme Josep Renau ou Ramon Gaya, qui nourrissent une polémique autour de la soumission de l'art à la propagande. Donc, une question qui se pose et que je pense qu'on a déjà répondu de manière sommaire, c'est qui sont les exilés? Les exilés ne sont pas ceux qui ont parti, comme je viens de le dire, au début du XXe siècle, aux années 10, aux années 20, même pendant la République, à Paris pour la plupart, d'accord? Eux, c'est des artistes qui étaient en contact plus ou moins intense avec ce qui s'est passé en Espagne et dans l'avant-garde cosmopolite de Paris. Non, les exilés sont ceux ils ont été forcés à abandonner le pays. D'accord? Et ce n'est pas les mêmes groupes que ceux qui sont partis à la recherche de nouvelles tendances esthétiques ou expériences, etc. Et pour ceux qui ont été obligés à quitter les pays, il y en a des étapes. D'abord, c'est la retirada, les passages, excuse-moi, de les fronts de la Catalogne quand ils s'effondrent, quand Franco arrive et gagne la bataille en Catalogne, à Barcelone. Et donc, beaucoup d'entre eux, ils traversent la frontière, traversent les Pyrénées vers la France. Et qu'est-ce qui l'attend en France? Bon, pour la plupart d'entre eux, les champs de concentration, les champs des réfugiés. On disait à l'époque, on parlait des champs de concentration, et on a changé les noms de manière récente, en tout cas des champs de réfugiés
parce que le gouvernement français, il avait peur de la politisation de beaucoup de ces républicains espagnols dans un moment qui il craignait et, était très inquiétant aussi dans la politique française avec la poussée de la droite, avec la menace de l'Allemagne ainsi. N'empêche que les traitements qui sont reçus pas mal de ces Espagnols dans ces camps de réfugiés n'étaient pas toujours optimales. Déjà, ils s'étaient privés de leur liberté et c'est quelque chose qui est seulement de manière récente rappelé ou qui a été étudié de la part des historiens espagnols, bien évidemment, de la part des historiens français. Et ça arrive tout doucement, et c'est surtout des hispanistes qui ont commencé à s'intéresser à cette période et à ces circonstances qui sont passées pas mal de républicains espagnols. Donc, il est intéressant de voir aussi comme est-ce que ce sont succédé cette étape pendant l'exil et comme la première, comme je dis, pour la plupart des gens qui traversaient vers la France, la première étape, c'était les camps de concentration, mais pas que. Il y avait aussi exilés qui partaient de l'Espagne à partir des ports de mer, en particulier c'est les ports d'Alicante. Alicante, c'était en réalité la dernière ville à tomber. D'accord, la dernière ville qui a fini pour être conquis par les troupes franquistes. Et donc, c'était du port d'Alicante qui est parti le dernier bateau, avec l'exil comme objectif final. Donc, on va voir que dans ces bateaux, il va avoir même déjà dans les voyages en bateau, il va avoir déjà des initiatives artistiques, mais aussi cette question des voyages va rester dans la psychologie des exilés comme une autre étape clé de son parcours humain, mais aussi artistique. Entre la mar y los cielos se le quedaron las velas a tres barquitos veleros. El barco de la tristeza por el mar del sentimiento, la corriente se lo lleva. Llega la más serrana, darle vuelta a los timones y volvernos a Triana. Triana, mi Sevilla, mis flores. A morirnos por ahí en un rincón del mundo. Nos lo tenemos merecido. El que abandona España parece que abandona. Así es. Pero las madres no abandonan nunca a sus hijos. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo y esperanza, y copla, y suspiro. Hijo Dios, con su favor, un hijo de corazón, y hace con ellos una mujer. Y
Ay, Dani, ven a marchar, porque no falla de ti, porque te arrancan de mi razón. Quiero yo volver a ser la novia que hecha mujer por voluntad de Dios. Ay, madre mía, ay, quién pudiera luz del día y al rayar la amanecía sobre España renacer mi pensamiento al revestío el firmamento de besos míos y sobre España como gota de rocío lo dejo caer en mi corazón. España te miro y el eco llevará de mi canción a España en mi destino. Donc, il y a cette manque, il y a cette nostalgie de l'Espagne qui fait que beaucoup d'artistes ne suivent pas les parcours qui étaient tracés par les avant-gardistes des années 20, des années 30, vers la abstraction, vers une expérimentation artistique. Et c'est aussi parce que beaucoup d'entre eux voyaient cette retour au réalisme ou cette reprise du réalisme comme une volonté aussi de communiquer, de reprendre la communication massive héritière de la guerre, de la propagande, d'accord? D'ailleurs, comme j'ai dit, de manière assez contraire aux réponses historiques aux premières et deuxième guerres mondiales, qui était surtout l'abstraction, le retour à l'ordre, etc., etc. Dans le cas espagnol, ce n'est pas comme ça. Il y a vraiment cette nécessité de montrer, de ne pas oublier de ce qui s'est passé, de ne pas oublier la guerre qui ont subi les Espagnols, l'agression fasciste qu'ils ont subi les citoyens de la République espagnole. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce réalisme d'après-guerre, ce réalisme issu de la guerre civile très espagnole, d'accord, est mélangé avec les divers réalismes, en particulier, et de manière assez frappante, en particulier avec les réalismes du muralisme mexicain, par exemple, d'accord, dans les pays d'accueil. C'est ça qui fait qu'on est capable d'apprécier les changements, l'évolution de ces artistes de l'exil, dans certains cas, avec son intégration, son osmosis avec des mouvements réalistes comme les réalismes magiques en littérature ou les muralismes mexicains. Ou aussi, dans le cas de l'artiste Alberto, qu'on verra plus tard, comme il accepte de manière enthousiaste les réalismes socialistes de l'Union soviétique, pays où il s'installe après avoir quitté l'Espagne.
Donc, on peut aussi voir qu'il y a trois axes de représentation où on peut réduire les langages esthétiques de l'exil en trois axes qui se répètent normalement. C'est l'idée de la défaite, d'accord, qui découle d'une esthétique triste, d'accord, violente, voilà, une esthétique de la misère. Il y a l'axe de la dénonce, d'accord, dénoncer la barbarie fasciste, la barbarie du franquisme en Espagne, la barbarie de la répression qui a toute, qui de manière évidente se passe en Espagne, une dénonciation aussi qui vise la conscience de pays occidentaux, de pays démocratiques tels que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, parce que c'était aussi les années de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont en train aussi de dénoncer comme ça laisser de côté la République espagnole a entraîné aussi la avancée du fascisme en Europe et comme la guerre civile était déjà une annonce de ce qui allait arriver au reste du monde. Et il y a un troisième axe de représentation, qui c'est cette nostalgie. Cette nostalgie qui est traduite dans une récupération de la tradition, en particulier des grands artistes espagnols tels que Velázquez ou tels que Goya. Et donc, c'est Murillo aussi au Rivera. Et ça sert aussi pour diffuser la tradition artistique espagnole dans les pays d'accueil. D'accord? Donc, du coup, on voit qu'il y a aussi une attirance de la part de ces artistes pour la tradition. D'accord? Aussi parce que, bien évidemment, ces artistes doivent vendre ces œuvres et il y a dans les pays d'accueil, et notamment aux États-Unis, comme on l'a vu la semaine dernière, mais aussi au Mexique, mais aussi en Argentine, notre pays, un grand pays d'accueil de l'exil républicain. Il y a une marché, il y a une demande de la part des acheteurs de ce type d'œuvres traditionnelles, des œuvres qui rappellent la tradition espagnole. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très présent pendant ces années, cette récupération de la tradition du côté sentimental, mais aussi du côté du pur économique, du côté du marché. Oui. Comme j'ai dit, les pays qu'accueillent, d'ailleurs les seuls pays avec l'Union soviétique qui aide ouvertement la République avec des armes, c'était le Mexique. Et le Mexique ouvre les bras à l'exil républicain. Il faut avoir en compte, il faut tenir en compte que, par exemple, cela fait une semaine, c'était l'anniversaire de la mort du président de la République espagnole en 1939 au sud de la France, et il était enterré avec les drapeaux du Mexique, parce que le gouvernement français à l'époque, il n'a pas laissé l'enterrer avec les drapeaux républicains et par peur des conséquences et des critiques de la part du gouvernement franquiste envers le gouvernement français. Et c'était l'ambassadeur du Mexique en France qui a dit que Manuel Azaña, le président de la République espagnole, allait être enterré avec les drapeaux du Mexique, et qui rendra fier le Mexique, qui rendra fier les républicains et qui sera la honte des politiciens français qui ont permis cette affronte à la mémoire républicaine d'Azaña. En tout cas, c'est pour montrer comme le Mexique, elle était un des vrais défenseurs de la République espagnole depuis le début. D'accord? De la part des Espagnols qui arrivent au Mexique, pour la plupart d'entre eux,
ils ont l'idée que c'était des caractères provisoires, que Franco allait que Hitler allait perdre la guerre et qu'après les puissances démocratiques, les puissances alliées allaient dégager Franco et aussi d'ailleurs Salazar de la péninsule ibérique. Donc, il y a cette idée de provisionnalité. D'accord? Et donc, ce qui provoque aussi un effet de grégarisme de la part des artistes espagnols qui travaillent entre eux, qui se mélangent assez peu avec les artistes mexicains. N'empêche qu'il y avait un mouvement très fort à l'époque au Mexique, que c'était le muralisme. D'accord? Le muralisme avec les trois grands artistes du moment, Orozco, Siqueiros et Rivera, qui sont en train de aussi, eux, faire un projet esthétique, politique, d'accord, un projet artistique avec cette idée aussi de récupérer une tradition très particulière, très originale aussi, très pittoresque du Mexique. Et c'est quelque chose qui est intéressant de la part de ces artistes espagnols. On verra plus tard, comme c'est le cas de Renau, qui s'intègrent. Mais pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y avait même des revues créées par des Espagnols où ils publiaient ces textes, ils publiaient ces dessins, d'accord? C'est le cas de la revue romancée, mais il y a même dans les bateaux, comme je dis, les bateaux un des bateaux qui a ramené les Espagnols, les républicains vers le Mexique, le Sinaloa, il y a eu une revue créée dans les bateaux. D'accord? Donc, ça relève aussi de cette idée que je vous ai dit avant de la provisionnalité. D'accord? Pour beaucoup d'entre eux, cet stage au Mexique, c'était justement ça. C'était un stage. C'était quelque chose complètement provisoire. Aussi, la manque de moyens fait que la plupart des travaux qu'on va voir sont aussi des dessins, des gravures, des affiches, des illustrations, d'accord, des illustrations de livres, des illustrations de et vous êtes en train de parler, excuse-moi, dans le chat de tout le monde, d'accord? Donc voilà, je vous préviens. Et, il y a, comme je dis, une pénurie aussi, une pénurie des moyens, mais aussi, c'était la manière la plus facile et la plus efficace d'envoyer, de faire voir cette esthétique, ces travaux des Espagnols, c'était ces dessins, ces gravures, ces illustrations, surtout dans les magasins, dans les journaux, aussi parce que c'était une manière de montrer dans des moyens, dans des médias beaucoup plus dynamiques, d'accord, que les propres exhibitions, etc., etc. Et il y avait d'abord, et en relation à ça, il y avait même des maisons d'édition purement espagnoles, d'accord, pour la publication de livres, pour la publication des essais, mais aussi pour la publication des poèmes, d'accord, qui étaient pour la plupart illustrés. Donc, on voit des illustrations de ces artistes espagnols dans ce type de livres de poèmes des poètes espagnols. Donc voilà, à nouveau, c'est grégarisme.
des artistes espagnols. Un des artistes espagnols qui arrive au Mexique, c'est Antonio Rodríguez Luna, qui commence à travailler dans le surréalisme pendant dans les années 20, et qui devient très, très politisé pendant les années de la République, en particulier après la révolution des Asturies en 1934, quand la droite républicaine arrive au pouvoir. D'accord. Et qu'une fois arrivé au Mexique, il revient, on le voit là, à ce réalisme. Même, on voit à Mujeres en Vela, là, à gauche, un dialogue où cette ressemblance avec le style archi connu de Dali, qui nous permet de voir aussi comme ce qui était pas mal de fois imputé à Dali, fait partie d'une tradition particulière de l'Espagne. Ce n'était pas que lui, d'accord, il avait des artistes surréalistes espagnols de grande qualité qui n'ont pas eu l'opportunité de développer de la même manière que lui. D'ailleurs, il faut savoir que Dali était rentré en Espagne, a dessiné Franco, il était après la guerre très proche du pouvoir franquiste. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a pu continuer à travailler à Catalogne. Ce n'était pas le cas d'Antonio Rodríguez Luna. On le voit là dans par exemple, ce tableau de la droite qui par exemple, on peut percevoir certains aspects que je dis avant de la nostalgie de cette jeune de la Castille, d'accord, qui est appliquée à des images qu'il a vues au Mexique. D'autres artistes, un des grands artistes de l'affiche, des afficheurs de guerre, c'est José Bardazano, qui utilise une esthétique moche, une esthétique, on pourrait dire, goyesque, d'accord, et des racines aussi, bien évidemment, on le voit là, à gauche, des racines soviétiques, et que peu à peu, pendant cet exil, il commence à perdre son originalité et se dédie à faire cette nature morte qui le permet aussi de survivre dans les pays d'accueil. On voit comme il fait des tableaux beaucoup moins originaux que les affiches qu'il avait fait pendant la République espagnole. C'est un schéma qui se répète, c'est un schéma aussi qui se répète pour pas mal d'artistes dans l'exil. On a aussi José María Narezo qui est très influencé par Picasso et Miró, on le voit bien à gauche dans ses premiers travaux, qui travaille au Mexique, qui, dans ce travail qu'on voit à droite, revient sur la pauvreté l'esthétique qu'on appelle aussi l'esthétique des Vallecas, d'accord, qui mélange un peu les côtés primitifs de la peinture espagnole avec une dénonciation des conditions sociales de banlieue, on dira aujourd'hui de banlieue, de Madrid de l'époque, pendant les années 20, pendant les années 30, et comme une fois arrivé au Mexique, il rencontre ces mêmes réalités, d'accord, et donc on voit là comme il y a quelque chose qui va être assez présente pour pas mal d'artistes, cet contraste entre la misère et on ne dira pas le luxe, mais le triomphalisme de l'architecture de la ville, d'accord? Cette contraste entre architecture des banlieues et architecture de centre-ville. En tout cas, José María Narezo, c'est quelqu'un qui, on le voit, était vraiment aussi très affecté par cet déracinement qui est subi par tous ces Espagnols qui ne peuvent pas rentrer dans son pays, dans le pays où ils ont grandi, où ils ont travaillé. Et donc, on voit comme cet réalisme sale, on pourrait même dire, et présente cette esthétique de la misère, de la violence, est vraiment présente dans ces travaux. D'accord? Il y a
des artistes comme José Moreno Villa qui reprend cette, par exemple, on voit un travail à gauche avant la guerre civile, donc pendant la République 1930, et on voit à droite comme déjà il revient sur cette thématique de les règlements des comptes, d'accord, avec les curés et la responsabilité de l'Église dans les conflits et dans les coups d'État de Franco. Miguel Prieto, pardon, c'est un des artistes qui, en Mexique, déjà, il s'adapte au réalisme socialiste. Et on voit ici ses dessins aussi avec cette côté de règlement des comptes. Avec, à la droite, on voit son tableau, il s'appelle Les Phalangistes. D'accord, à gauche, les militaires espagnols. Donc voilà, une critique assez ouverte à ces deux groupes d'Espagnols qui sont mené l'Espagne à cette tragédie énorme. Pareil, dans ces critiques de l'Église à gauche, la critique de Franco, on le voit en tant que fantôme, en tant que tête qui marche au-dessus des morts, qui laisse après son coup d'État. Donc, on voit que cette esthétique des règlements de comptes est vraiment présente à l'époque. Et il y a, par exemple, aussi Remedios Varo qui joue avec cet réalisme qui transite entre le réalisme et le surréalisme qu'elle avait travaillé jusqu'en 1937. C'était une artiste qui avait voyagé à Paris pas mal de fois et que après l'entrée des nazis à Paris, il parvient à arriver à Marseille et où il part pour Mexique. Il travaille un peu en Venezuela, il rentre encore en Mexique où elle fait ses travaux, où elle reprend d'une certaine manière l'esthétique réaliste, mais aussi, on le voit, une esthétique pareille, une esthétique triste, une esthétique de l'exil à la base, de cette manque, cette perte d'un moment précieux, comme on le voit à droite, dans des petites capsules qui sont enfermées dans une espèce d'étoile polydraique, dans cette forêt sèche et pleine de pics. D'accord, donc on voit c'est clair cette tension qui est présente dans beaucoup de ces artistes. Et un de peu artistes qui ont continué dans une même esthétique pendant toutes ces années, c'est Ramon Gaya. Ramon Gaya, quelqu'un qui a étudié Velázquez de manière assez intense. D'ailleurs, il y a un petit livre qu'il a écrit lui-même qui s'appelle Velázquez, les pájaros solitarios, il me semble. Un texte assez intéressant sur Velázquez et la couleur. Lui, il est parti au Mexique, pareil, et c'est un des artistes qui continue toute en gardant une esthétique particulière et particulièrement réussie, garde son esthétique jusqu'à la fin de sa vie. On le voit à cet art en 2005 quand il est déjà en Espagne. Et il faut aussi faire mention un des muralistes, des afficheurs, des artistes politiques les plus importants de ces années. Et on parle de Josep Brenau. Josep Brenau qui était très, très, très inspiré par cet artiste allemand, John Herzl, qui
qui avait lutté contre le fascisme, contre le nazisme, qui avait travaillé et qui avait publié des montages contre Hitler depuis Chécachat à Berlin et Tchécoslovaquie, et qui a fait une très grande influence, on le voit là à droite, sur les travaux de Josep Renau. Josep Renau est né à Valence, il est valencien, et dans les années 20, il arrive à Madrid. D'accord? C'est là à Madrid qu'il réveille sa conscience politique et qui arrive à introduire d'ailleurs les photomontages en Espagne à travers des magazines où il montre la rupture conceptuelle face aux moyens de l'art traditionnel. D'accord? Pendant la République et la guerre, il fait des montages aussi pour les Misiones Pedagógicas. Et d'ailleurs, c'était lui un des responsables de la décoration extérieure du pavillon de la République espagnole dans l'exposition universelle de Paris en 1937. Et il était après nommé directeur des Beaux-Arts. D'accord? Pour les pavillons de la République à Paris, il fait des affiches, on le voit là à gauche, dehors, des affiches tournantes de manière mécanique, d'accord? Donc, c'est des affiches et des œuvres, des grandes œuvres, de grands formats qui sont en constant mouvement, d'accord? Et ce qui donne aussi du dynamisme. Les pavillons de la République à Paris, c'était un des moments clés de l'art espagnol républicain, et on le sait bien à travers l'héritage des œuvres de Miró, de Guernica, de Picasso, mais il y avait aussi une très grande représentation d'artistes qui étaient en Espagne, parce que bien évidemment Picasso et Miró, c'était déjà à Paris, je répète, ce n'étaient pas des exiliés en soi, même ça avait des idées politiques plutôt alignées avec la République. Eux, c'était déjà à Paris. Bon, si on revient sur Josep Renau, c'est aussi parce que lui, il travaille au Mexique. C'est un des artistes qui travaille avec les artistes muralistes mexicains, dans, par exemple, cet retrato de la bourgeoisie, portrait de la bourgeoisie dans le Mexique. Et d'ailleurs, lui, à son arrivée, il était déjà connu, il était déjà connu, et à son arrivée au Mexique, il était invité par Siqueiros à faire cette fresque, cette murale dans les syndicats des électriciens dans le DF, dans la capitale d'un Mexique capitale. C'est aussi pendant ces années qu'il fait ce tableau de Tropico où il montre la désolation européenne de la date 1945, la désolation européenne après la Deuxième Guerre mondiale, et à cause de la montée du fascisme que lui et d'autres artistes espagnols avaient prévenu déjà depuis la guerre espagnole. Et avec Siqueiros, il travaille par exemple dans cette fresque, dans cette murale, l'hispanité, d'accord, qu'il fait dans les casinos de la Selva à Cuernavaca, au Mexique, où il nous montre on le voit, cette esthétique qui reprend la tradition espagnole, d'accord, mais aussi voilà, on le voit très bien avec les mélanges, avec les techniques de l'art mexicain de l'époque. Et Renau part en Amérique, aux États-Unis. Il part aux États-Unis où il continue son engagement politique. D'ailleurs, on l'a vu avant, il part aux États-Unis parce qu'il fait pas mal aussi d'affiches pour des films. Il était un des artistes très connus et très bien, avec une très grande renommée par sa qualité aussi à l'heure de faire des affiches pour des films. Et c'est pour ça qu'il part aux États-Unis. Il part d'abord en Californie. Mais ça n'empêche qu'il continue son engagement politique
comme je dis. C'est à ce moment que c'est à l'heure de la guerre froide aussi qu'il décide, il décide de quitter le Mexique. D'ailleurs, aussi d'autre part, le Mexique avait changé de gouvernement et les partis, les PRI, le Parti révolutionnaire, le Parti révolutionnaire institutionnel, s'était institutionnalisé justement. D'accord? On voit comme les conditions politiques ont changé, ils changent pendant les années 40, la fin des années 40, début des années 50 au Mexique, et alors il décide de quitter le Mexique. Et d'ailleurs, puisque l'influence des États-Unis commence à être de plus en plus grand, de plus en plus grandissant au Mexique, il décide d'aller aux États-Unis. D'accord? Et c'est là-bas qu'il commence cette série incroyable de photomontages, Fata Morgana USA, où il critique l'impérialisme des États-Unis avec ces montages d'une qualité exceptionnelle, d'une force politique incroyable qui fait de lui un des dignes hériteurs de Hartfield, les pères du photomontage, comme on a vu pendant les années du nazisme en Allemagne. Et c'est justement en Allemagne où il rentre, Joseph Renau, en Allemagne de l'Est, évidemment. C'est un des rares artistes qui revient en Europe après son parcours en Amérique, et c'est là où il commence à travailler. Il était, on peut être convaincu, voilà, on peut l'imaginer maintenant, il était un communiste convaincu, d'accord? C'est pour ça qu'il part à Berlin, et c'est là où il travaille en tant que muraliste. On voit aussi son évolution, d'accord? Son évolution artistique ici, plus près de l'objectivisme de mouvement aussi soviétique, d'accord? Et voilà, soviétique, et aussi il y a des échos de la culture pop populaire, d'accord, qui est évident dans ce type des travaux. Il faut savoir aussi que quand on parle, par exemple, de culture pop, on pense à Warhol et à tous ces artistes un peu artistes stars, artistes vedettes et complètement apolitisés. Les pop en Europe, on le verra la semaine prochaine aussi, je pense, les pop en Europe, c'était un art très, très politique. D'ailleurs, les pop anglais étaient un art ouvertement politique. Et c'est ces côtés que Renau il reprend encore. Et d'ailleurs, il aura un écho assez important à Valence, là où il est né, et là où l'art pop sert aussi pendant les années 60 en tant que mouvement contre-culturel critique avec les franquismes. D'ailleurs, à la mort de Franco, c'est Josep Renau qui rentre en Espagne avec l'idée d'ouvrir un atelier d'artistes. Et c'est grâce à lui et surtout à la récupération de son patrimoine artistique que les mouvements artistiques à Valence ils sont galvanisés pendant ces années. Mais il n'y a pas que le Mexique, il y a aussi l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était les pays d'accueil de pas mal d'enfants déjà pendant la guerre, mais aussi d'artistes comme Julián Castelo, qui on voit qu'il mélange ici son esthétique castilienne avec l'esthétique russe, des steppes russes. C'est le même cas qu'Alberto Sánchez. On le voit ici, l'artiste Alberto. Il faut savoir que c'était pendant ces années-là que on a une meilleure version cinématographique de Quichotte qui est fait par des soviétiques en Russie, d'accord? Et c'est quelque chose que peut-être on pourrait voir les semaines qui viennent. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'Espagne à ce moment-là, dans l'après-guerre? Bien, l'art
officiel. Et on voit là la condensation de l'art officiel dans ce tableau de les officiels et officialistes Dali. D'accord? Les Escorial, c'est les châteaux de Philippe II aux alentours de Madrid. Comme référence claire et unique, on voit Velázquez, d'accord, aussi en tant que mythe esthétique, et aussi comme le surréalisme sous Dali, et pendant cette époque, se dépolitise absolument. D'accord? C'est une preuve aussi de cette évolution de cet artiste en particulier. Il y a néanmoins des initiatives intéressantes de la part même de l'intérieur de l'appareil franquiste, comme c'est le cas d'Eugénie Dors et son Academia Breve, que c'était une tentative d'établir des ponts entre les classiques et les modernes, d'accord, qui a eu une vie assez courte, mais bon, c'était aussi une volonté de maintenir une continuité, d'accord, et une continuité qui des fois était réclamée de manière un peu, ou plutôt cynique, en disant que en fait la République était une parenthèse. C'est la tradition espagnole a été et c'est éternel, et les catholiques, etc. Et dans ce côté-là, l'architecture a un poids clé. Voilà une image justement du palais de l'Escorial. Cette esthétique est reprise, d'accord, pendant ces années. On voit ici les ministères de l'air, d'accord, l'Ejército del Aire à Moncloa, où cette esthétique de l'Escorial, cette esthétique impériale est reprise. Une esthétique qui fait un peu rire parce qu'à cette époque-là, bien évidemment, on peut être convaincu que l'Espagne, en tant qu'empire, il n'y a pas grand-chose. Dans les arts plastiques, et la créativité est très, très, très réduite. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes phalangistes de qualité, comme on voit ici avec Sáenz de Tejada, qui découle un héritage clair de la part du monumentalisme fasciste italien, mais aussi soviétique, d'accord? Il avait déjà travaillé dans des affiches politiques pendant la guerre, et c'est quelqu'un qui ici, il nous fait des illustrations pour les hymnes de la phalange, d'accord? Donc, des phalangismes, c'est intéressant aussi parce que les phalangistes, c'était les seuls à avoir une espèce d'élan d'inquiétude artistique de la part de l'extrême droite. On parle de l'extrême droite, d'accord? Mais quand même, il y avait un phalangisme esthétique qui est assez intéressant, ou voilà, c'est plutôt un des peu mouvements intéressants qui existent pendant ces années en Espagne. Et, il y a aussi, en faisant écho de mouvements totalitaires de l'Europe de l'époque, certaines questions, certains sujets qui se répètent, qui sont clairs, comme les cultes aux leaders que dans les cinémas est repris, vous allez le voir, par Alfredo Mayo en tant qu'image de Franco. C'est assez intéressant parce que on verra tout de suite les contrastes entre les portes, l'image de cet acteur blond, grand, et avec des yeux bleus, qui est Alfredo Mayo, et ce personnage petit, avec la voix féminine, qui est Francisco Franco. En tout cas, la figure de Franco est glorifiée depuis le début de cinéma franquiste, on va le voir tout de suite, et aussi les parcours militaires de Franco qui a été mythifié dans plusieurs films de l'époque. Ah, Balcázar es un enamorado de esta tierra.
vive en ella y para ella. Tú lo ves. Nadie comprende mejor la psicología del marroquí. Tan identificado está con él. Sidi Absalán Balcázar, así le llaman. Y sin embargo, nadie tan español como Santiago Balcázar. Ça ferait rire si ce n'était pas aussi tragique ce qui est arrivé au pays, mais on voit les contrastes évidents entre les deux figures. Il y a des sujets qui se répètent pendant toutes ces parties, les premières parties du franquisme, du côté philo-fasciste, d'accord, mais aussi qui se répète et qui se rallonge jusqu'à la fin du franquisme. La présence d'impérialisme. C'est vrai qu'au début, elle est beaucoup plus forte qu'à la fin, et on parle là des cinémas, des thématiques au cinéma en particulier. Il y a un racisme pendant tout le franquisme, mais qui est très, très présente au début du franquisme, comme on va le voir tout de suite. En particulier, un racisme aussi envers les Français. Donc, je ne sais pas si c'est un racisme ou aussi il y a une partie importante des complexes d'infériorité. Pardon, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est plutôt un exemple de racisme envers les colonies, envers les dernières colonies. De aquí me mandan para la cocina. Allí dicen que no hago falta. Domingo para arriba, domingo para abajo. ¡Qué barbaridad! Me voy a morir de tanto ir y venir. Ok, un racisme explicite et clair contre le noir cubain, d'accord, dans ce cas, mais il y a aussi d'autres exemples, par exemple dans le cinéma autour de Philippines, de la guerre d'indépendance des Philippines, etc. etc. Un autre élément clé, c'est le travail, comme partie aussi des projets corporatistes, d'accord, qui a des racines dans les années déjà 10 et 20 du XXe siècle, qui est très présent pour tout le mouvement d'extrême droite en Europe en général, mais qui en Espagne prend aussi une importance inquiétante, on pourra même dire. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno en su esfera de acción y de trabajo ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que en definitiva redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco: unidad y trabajo.
La patria cuenta con un plantel de héroes para defensa de su honor y garantía de su integridad nacional. Y sobre el mar, la recia fortaleza de sus naves es expresión de nuestra gloria naval y vigía atento de la seguridad de la nación. Servicio y sacrificio. Las juventudes de la Falange son portadoras de la nueva idea redentora y de su recto sentido religioso y militar. España lleva su estandarte glorioso a tierras lejanas para la defensa de la civilización occidental en el puesto más difícil de las empresas universales. Y sobre el paisaje español, tantas veces consagrado por gestas heroicas, modelan su alma y su cuerpo los que constituyen la gran esperanza de la patria. En callada y tenaz labor, la mujer española se entrega a la misión sagrada de recuperar a miles de hijos de España y salvarlos de la miseria para entregarlos sanos y regenerados a la patria que les dio nacer. J'ai fait une pause là, on va continuer, mais que vous voyez, je vous parlais avant de la présence ou les voyages des gamins espagnols en Russie. Là, c'est une référence directe. D'ailleurs, on est en train de voir les premières séquences de premières actualités nodo, c'est des actualités qui vont durer jusqu'à la fin du franquisme. C'était des visionnages obligatoires avant n'importe quelle exhibition au cinéma, d'accord? Il y avait cette actualité du régime, d'accord? Donc, on vient de voir les premières séquences, on est en train de voir les premières séquences de ces premiers numéros du Nodo, les noticiarios espagnols. Donc, on voit très bien la présentation. Au début, on a Franco qui travaille. Donc, du coup, on voit déjà les leaders. Mais on va commencer à apprécier comme toute une idée de l'organisation de la société espagnole. Il est le leader, d'abord Franco, après l'armée, d'accord, avec l'armée de terre, avec les marins aussi. Il y a une mention à la division azul, donc du coup à ces volontaires qui sont partis en Russie pour lutter contre les communistes du côté de nazis. D'ailleurs, c'était pas quelque chose qui était unique à l'Espagne. Ici en France, on a eu la division Charlemagne, d'accord, des volontaires qui ont parti vers les fronts de l'Est pour lutter avec Hitler contre les communistes. En tout cas, on voit comme ça, c'est relié après avec la femme espagnole et l'Église et la récupération de ces gamins qui étaient justement en Russie. Et c'est pour ça que j'ai fait cette pause. Mais faites attention, donc du coup, regardez avec attention cette organisation de la société qui nous propose, qui reflète très très bien l'idéologie du franquisme dans cet extrait. En las fábricas y talleres se levanta paso a paso y con firmeza nuestra industria nacional. Y en el campo se arranca al suelo en dura y cotidiana labor el pan de nuestro pueblo. Se extrae del mar con esfuerzo constante y difícil una de las mayores riquezas de la economía española. Y en mil diversos sectores de la vida nacional se cumple con ejemplar abnegación la tarea de cada día. Lejos de la patria, en tierras africanas, nuestras fuerzas son también presencia gloriosa de la historia y del honor de España. Todos debemos aspirar a conocer profundamente la entraña española y hacer eficaz el esfuerzo común por una España mejor. El noticiario español
Viene a ocupar su puesto de trabajo y de divulgación en esta empresa honrosa junto a los camaradas de la prensa y de la radio. Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Todos sus trabajos se efectúan en laboratorios españoles dotados por la superioridad de los necesarios medios técnicos. Una perfecta organización garantiza en todo momento la distribución rápida por todo el ámbito nacional. Realizaremos un esfuerzo constante para cumplir sin desmayo el lema de nuestro noticiario: el mundo entero al alcance de todos los españoles. Un petit point par rapport à cette dernière phrase finale autour de la supériorité des moyens techniques, qui était donnée par l'Allemagne nazie, d'accord, grâce aussi à cette connexion qui est issue de la Hispano Film Production qu'on a vu la semaine dernière à partir de films de Florian Rey et de Imperio Argentina à Berlin. D'accord? Évidemment, dans ce projet national d'effacer aussi toute trace de libéralisme de l'histoire de l'Espagne et en particulier de l'héritage de la République, il y a eu une réécriture de l'histoire où le cinéma avait un rôle clé. Et avec cette réécriture de l'histoire de l'Espagne et cette volonté d'effacer le libéralisme, il y a aussi évidemment, on voit aussi la partie de racisme que je disais avant, racisme envers ou xénophobie envers les Français et les afrancesados. France, c'était à l'époque aussi, d'ailleurs, parce que c'était, on pense qu'on doit être conscient qu'à partir après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de républicains qui sont rentrés en France, pareil, dans l'espoir de pouvoir rentrer en Espagne un jour après la chute du régime de Franco. Donc, on voit que la France en particulier, c'était un ennemi particulier, était de manière assez choquante, méprisé dans pas mal de ces cinémas historiques qui a été très important pendant les années, tout le franquisme, mais de manière assez intense au tout début du franquisme. Trata de promover un alzamiento nacional, a oponernos por las armas al avance de los invasores. Así salvaremos la dignidad y la independencia de España. Muy bien. Porque has cumplido con su deber. Cumplirás con tuyo. Sabes cuál te corresponde. Sí. Dar mi vida como ellos la dieron, si es necesario. Juro consagrarme a vengarlos y renunciar para ello a lo que más quiero en la vida. Todo por la bandera de España. ¡Soldado! El invasor derrotado se retira para siempre. Y nuestra bandera vuelve a ondear invencible y gloriosa sobre esta tierra heroica que nunca soportó ni soportará jamás yugo extranjero. ¡Soldado! ¡Viva España! ¡Viva! Donc, le cinéma historique a un rôle central et essentiel dans ce projet de nationalisme espagnol. Et pour finir, il faut être conscient que l'application de ce programme pour
on dire culturel, mais qui à la base est social et totalitaire, du moins pendant ces premières décennies du franquisme. Et a aussi son film fétiche qui est Raza. Raza, je pense que je l'ai dit la semaine dernière, c'est le film que Franco lui-même avait écrit. Il avait écrit un roman assez moyen, assez médiocre, court de toute façon, mais qui était adapté au cinéma par José Luis Sáenz de Heredia. Il faut être conscient aussi que Franco lui-même, il arrivait au tournage pour surveiller justement la construction de ce produit culturel qui devrait être l'exemple de cette idée nouvelle de l'Espagne. ¿Estás contenta? Isabel parece muy feliz. Sí lo parece. Lo que hay que pedir a Dios es que Luis no salga a su familia. Qué distintos somos. Puede, pero tienen lo que a nosotros nos falta. Dinero. No, Pedro. Siempre nos ha sobrado de todo. Dios nos ha dado con holgura más de lo necesario. No creo yo eso. Precisamente quería hablar. Ahora que Isabel se ha casado, quiero recibir la legítima de padre. La legítima de tu padre. ¿Pero qué dices, Pedro? ¿Cómo que qué dices? No sé por qué os asombráis tanto. ¿Acaso es esta la primera vez que pensamos todos en ello, aunque no sea agradable? Pues yo creo que ha sido todo. No, señor. Yo ya pensaba, al casarse Isabel, hacer la partición de nuestros bienes. Mañana mismo veré al notario y dentro de unos días tendrás tu legítimo. Yo preferiría, naturalmente, no tener que hacerlo. Pero necesito dinero para mi carrera política. Las actas de diputado no las regalan y yo tengo que pensar en mi porvenir. De otra forma no lo hubiera pedido. Cuanto tenemos es de nuestra madre. Otra cosa sería una villanía. Mira, José, no trates de embrollar este asunto. Ella lo ha pensado y tiene razón. ¿Razón o bondad? Las dos cosas, José. Que la razón es nuestro derecho y la bondad nuestro deber. Hasta cierto punto, maná. Que es mucha bondad la de prescindir de todo al fin y al cabo para una mala empresa. Llamas mala empresa que yo trate de salir diputado. De tu significación, sí. Lo ¿Queréis comprendo. callaros? Buena empresa la de los militares, que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos. Dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos. José. Pero Sí, indigno. es que no queréis que tenga ni un solo día feliz. Todo esto se acabará muy pronto. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto para hacerlo. Ya está bien, José. Il faut savoir que Raza, c'est aussi autobiographique dans cet élan et dans ces projets aussi de glorification de l'univers. On revoit Alfredo Mayo, l'acteur qu'on a vu avant en tant que Santiago Balcázar, qui, pendant ces années, a joué pas mal les rôles de militaire, voilà, qui pourrait assimiler à Franco. Et Franco avait un frère, Ramón, qui avait fait partie de l'armée républicaine au début de la guerre, qui après, il est passé du côté franquiste, mais que lui-même était intégrante de cette légalité républicaine. Et donc, on voit dans une des premières séquences de film cette lutte entre les militaires et les politiciens. Évidemment, pour le franquisme, Franco et le franquisme, les politiciens, c'était les quintessence du libéralisme et de la dégénération de la patrie espagnole. Regardez
les jeux d'images, d'accord? Au début, c'était l'arrivée de la dictature de Primo de Rivera des années 20. Et après, il y a un moment où, au deuxième plan, on voyait la mort de la mère. Et la mort de la mère est au même temps qu'on voit la une de la proclamation de la République espagnole. D'accord? Volveré a llamar. A sus órdenes. ¡Viva España! Señorita. Señorita, no corte, que estamos hablando. Concejal jefe de la quinta división. Con Sevilla. Quiero con Sevilla. Dígame, dígame. ¿Cómo? Sublevación en Marruecos. Imposible, con Pamplona no hay comunicación. Oiga, oiga. Con el general jefe de la sexta división. Pronto, cuando usted ayer advertirme que se trataba de algo más que una pintada. Naturalmente, hay que armar a fuego. Se equivoca el ministro. No recibimos órdenes de traidores. Ahí va España. Y nos dan 2 horas para entregar el papel, coronel. Sobran las 2. Arriba, arriba. Donc, voilà, et les films, c'est clair, qui nous montrent aussi comme les destins de l'Espagne et la vie de Franco font partie d'un même mouvement, d'accord? Et c'est toutes les raisons de ces films en particulier. On verra la semaine prochaine comme le film a commencé à être, on peut dire, et il y a eu une nouvelle version en 1950. C'était inconfortable pour le pouvoir public, pour le pouvoir franquiste, ces films, parce qu'ils étaient ouvertement fascistes, étaient ouvertement contre les États-Unis aussi. Il y a plusieurs références contre les États-Unis. Donc, du coup, ils ont fait une nouvelle version, mais même ces versions de 1950 n'étaient pas aussi publicité que la version qu'on vient de voir de 1942. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir?